Bon, parlons d'Albert Einstein aujourd'hui. On a tous en tête l'image un peu folle, E égale mc carré, mais qui était-il vraiment? C'est ça, derrière l'icône. Exactement. On va s'appuyer sur une vidéo YouTube qui raconte sa vie pour essayer de mieux comprendre. Une exploration en quelque sorte. Oui, pour voir les côtés moins connus, ses débuts difficiles, même ses contradictions, quoi. Comment il est devenu ce symbole du génie. Un parcours assez incroyable en fait. Alors, il naît en Allemagne, 1879, famille juive mais pas très pratiquante, et apparemment il a eu du mal à parler au début. Oui, il pensait plutôt en images, c'est ce qui se dit. Un gamin assez solitaire, et puis à ce moment clé, vers 5 ans, son père lui offre une boussole. Ah, la boussole. Le déclic. C'est ça, l'aiguille qui bouge seule, ça le fascine. Il y voit des forces cachées. Fascinant. Et le violon aussi, non? Oui, poussé par sa mère, qui était pianiste, une passion qu'il gardera. Sinon, à l'école, il est brillant, surtout en maths, évidemment. Il lit Kant à 13 ans, quand même. Guidé par un ami de la famille, Max Talmud. Impressionnant. Mais le système scolaire allemand, très rigide, très autoritaire, Ça coince. carrément, ça ne passe pas. Il quitte l'école à 15 ans. Bon, on ne sait pas trop s'il est parti ou s'il a été... Disons que les versions divergent un peu, mais ce rejet de l'autorité dès cet âge-là, c'est vraiment fondateur chez lui. Tout à fait. Ça va marquer sa façon de penser, sa science. Et sa vision du monde plus tard. C'est pas juste une anecdote. Après ça, il rejoint sa famille en Italie, à Pavée. Il aime cette ambiance plus libre, quoi. La culture méditerranéenne, ça lui plaît. Il tente Polytechnique à Zurich. Et là, échec. Ben oui, Sauf en maths et physique, bien sûr. Forcément. Du coup, il fait une année à Aarau, une école plus créative. Il reprend confiance. Il renonce même à sa nationalité allemande. un acte fort déjà. Finalement, il réussit l'examen, entre à Zurich. Toujours brillant, mais un peu insolent sur les bords. Rebelle. C'est là qu'il rencontre Mileva Marić, une étudiante serbe très douée en physique elle aussi. Une relation importante. Passionnée, mais Mais les parents d'Einstein ne sont pas ravis. il obtient son diplôme en 1900, mais de justesse. Et alors là, c'est un peu la galère qui commence. Pas de poste à l'université. Ah oui. Pourquoi? Il soupçonne un ancien prof de lui savonner la planche, peut-être de l'antisémitisme. Son père qui fait faillite, qui meurt, c'est dur. Ouais, pas simple. Heureusement, un ami, Marcel Grossman, va lui dégoter un boulot, un poste à l'Office des brevets de Berne. Ah, ça tombe à pic, un poste qui va être providentiel en fait. Exactement. Il traite les brevets, souvent sur l'électromagnétisme, ça le stimule. Et le reste du temps? Il bosse sur ses propres recherches. Il épouse Mileva en 1903. Ils fondent leur petit groupe, l'Académie Olympia. Un cercle de discussion informelle. Et là arrive 1905, l'année incroyable, l'Annus Mirabilis. 4 publications. Boum! Oui, 4 articles qui vont juste révolutionner la physique. L'effet photoélectrique, l'idée que la lumière ce sont des particules, des photons. Ce qui lui vaudra le Nobel d'ailleurs. Oui, bien plus tard. Il y a aussi un article qui prouve l'existence des atomes, la relativité restreinte, temps et espace qui dépendent de la vitesse et Et E égale mc carré, le lien masse-énergie. un feu d'artifice en quelques mois. C'est dingue. C'est colossal. Mais la célébrité, c'est pas tout de suite, hein. Ah non. Non. Il faut attendre que Max Planck, le grand physicien de l'époque, remarque ses travaux. C'est Planck qui va vraiment le lancer. D'accord. Et ça l'amène vers une carrière académique? Oui, progressivement. Berne, Zurich, Prague et finalement Berlin. Et c'est là qu'il va s'attaquer à la suite. La relativité générale, le gros morceau. Un travail acharné. Il finalise ça en 1915. L'idée, la gravité, ce n'est pas une force, c'est Une courbure de l'espace-temps. une déformation causée par la masse. Oui, l'image de la boule de bowling sur le trampoline. C'est ça. Et la preuve arrive en 1919 avec une éclipse solaire. On observe que la lumière des étoiles est déviée par le Soleil, comme prévu par sa théorie. Et là, c'est l'explosion médiatique. Il devient une star mondiale du jour au lendemain. Une icône. Avec son style, son humour, les journalistes l'adorent. Même s'il a un rapport un peu ambivalent à cette célébrité, non? Oui, il s'en amuse, mais ça le dépasse un peu aussi. Côté perso, il a divorcé de Mileva entre-temps. Avec cette promesse de lui donner l'argent du Nobel s'il l'obtenait. Exactement. Et il se remarie avec sa cousine, Elsa, Et le Nobel, il arrive quand, alors? en 1922. Mais pas pour la relativité, jugée encore trop controversée. Ah bon? Pourquoi alors? Pour l'effet photoélectrique, le travail de 1905. Et il tient parole pour l'argent? Il donne tout à Mileva. Tout, la totalité. Il aurait même écrit à ses fils en blaguant
Bon, mais je vais bientôt devoir vous emprunter de l'argent. Incroyable. Il a aussi reconnu des erreurs, non? Oui, sa plus grande gaffe, comme il disait, la constante cosmologique. Pour un univers statique, alors qu'Hubble montrera qu'il est en expansion. C'est ça. Il y a aussi sa rencontre célèbre avec Chaplin. Deux icônes. Puis, le contexte change radicalement. La montée du nazisme. Oui, lui, le grand pacifiste de la Première Guerre, comprend que face à Hitler, la guerre est peut-être nécessaire. Il quitte l'Allemagne pour les États-Unis en 1933. Il trouve un poste à Princeton. Et c'est là qu'il va signer cette fameuse lettre à Roosevelt. Sur l'uranium, oui. Par peur que les nazis développent une bombe atomique avant les Alliés. Mais attention, il n'a jamais travaillé sur le projet Manhattan. C'est important de le préciser. Absolument. D'ailleurs, Hiroshima et Nagasaki, ça va le hanter. Profondément. Il est horrifié, hein. Oui, et horrifié qu'on lui attribue à tort la paternité de la bombe. Ça le pousse à militer encore plus pour le désarmement nucléaire. Et pour les droits civiques aussi aux États-Unis, oui. Il a dénoncé très tôt la ségrégation raciale. Un engagement moins connu, mais très fort. Sur la fin de sa vie, on lui propose la présidence d'Israël en 1952. Il refuse. Poliment mais fermement. Il meurt en 1955. Il refuse une opération, il dit vouloir partir avec élégance. Pas de tombeau, pas de culte de la personnalité post-mortem, selon ses vœux. Son cerveau a été conservé, étudié. Sans qu'on y trouve de différence anatomique majeure, d'ailleurs. Le secret du génie n'était pas là, hein. Au final, c'est une figure complexe. Ce rebelle contre l'autorité, ce curieux de l'univers, mais avec ses doutes, ses contradictions aussi. C'est loin de l'image figée, ouais. L'icône n'est pas si simple. Et ce qui est fascinant quand on y pense, c'est que cet homme, qui a passé sa vie à fuir l'autorité et les dogmes, qui se sentait comme un voyageur solitaire... Oui, il est devenu l'autorité scientifique par excellence. Une icône presque universelle. Ça interroge, non? Sur ce qu'est la célébrité, l'héritage d'un génie. Qu'est-ce qu'on retient au fond? Belle question pour finir, ça laisse matière à réflexion.